dis-moi sans pudeur de tout ce que t'as sur le cœur. Dis-le-moi, dis-le-moi. As-tu croisé le bonheur et tout ce qu'on ne dit pas, qu'on garde au fond de soi? N'attends pas, dis-le-moi, même si ça me regarde pas. Parle-toi, parle-toi, moi je n'y arrive pas. Jamais les mots ne viennent, je sais pas pourquoi. Parle-moi, qu'elle tremble de joie, de tristesse, se révolte, se confesse. Ta voix est une caresse. Sur quel chemin de l'enfance as-tu perdu l'innocence? Souviens-toi et dis-moi, aimerais-tu qu'elle recommence? As-tu beaucoup de regrets? Les échecs, les succès, dis-les-moi et dis-moi, as-tu un jardin secret? Parle-moi, parle-moi, moi je suis trop maladroit. Jardin secret figure sur Dazi Bao, le 16e et dernier album studio de Pierre Absat, paru en 2001. Si ce titre est inspiré et dédié à son épouse Mickey, l'artiste s'y dévoile, faisant également référence à sa personnalité réservée et discrète, un clin d'œil à l'un de ses principaux traits de caractère, la pudeur. Je n'ai jamais su parler, j'ai toujours écouté. Si sur scène Pierrot est déchaîné et extraverti, en coulisses, l'homme est discret et réservé, protégeant au maximum sa vie privée. C'est à Uzy, près de Verviers, qu'il retrouve les siens dans la maison familiale. C'est là également qu'il compose au calme, loin des tumultes de la vie citadine, du strass et des paillettes. Sa vie privée, je dirais, par rapport à Mickey, à son fils et tout ça, il n'en parlait pas, ça c'était autre chose, et à la limite ça ne nous regardait pas, quoi. Mais la musique, c'était, ouais, c'est ça, les copains, les potes, le rock. Il y avait les tournées, il y avait les galas, il y avait la radio, la télé. Donc il était nomade d'un côté, mais d'un autre côté, il vivait chez lui. Et quand il ne faisait pas ce travail, je veux dire, de représentation de l'artiste ou ce travail en studio, il travaillait chez lui, il composait chez lui et il vivait chez lui. En gentleman farmer, puisqu'il a toujours bien aimé les petites maisons campagnardes ou même les grandes décoques campagnardes. J'ai l'impression que Pierre était un grand angoissé et que ça faisait partie de sa thérapie de garder cette espèce de... le fait de rester un petit peu dans son cocon, là où il est. Je crois qu'il aurait peut-être très très mal vécu au niveau personnel un déracinement. Et je crois qu'il voulait rester Verviers-toi en fait. Je crois que ça c'est une décision qu'il a prise. Paris, c'est pas pareil, c'est un peu plus... J'ai l'impression que c'est le gars qu'on déracine, ça va pour un court instant, parce que les copains sont avec, parce que on s'occupe de lui, enfin il s'occupait très bien de lui-même, je dis mais il est entouré, on est ensemble dans un truc, mais lui seul jeté pendant 2 ans à Paris, je ne sais pas si... je ne sais même pas s'il avait envie de cette vie d'artifice et de trucs où il faut le paraître et être en permanence en espèce de représentation. Il était casanier. Il était chez lui et il était avec sa femme. Donc je pense que quelque part, l'image qu'il avait de sa femme, c'est un peu l'image qu'avait John Ford de la femme dans ses films. C'est-à-dire que la femme symbolise le point d'ancrage. Et quelque part, je vais dire, la vie réelle dans ce qu'elle a de paisible et de plus positif. Alors que sa guitare, je vais dire, sa 12 cordes, représentait la vie réelle aussi, mais dans ce qu'elle a de plus aventureux et de plus aléatoire. Rien que nous deux pour que vienne l'étincelle d'une vie et qu'elle devienne un enfant, un homme, une femme, mais sans haine, plus jamais de haine. Donne-moi et donne-moi
Au début de sa carrière, bien qu'il n'écrive pas ses paroles lui-même, il hésite à aborder des thèmes trop politiquement engagés, personnels ou sentimentaux. Il commence par former ou rejoindre plusieurs groupes en tant que bassiste tout d'abord, notamment Loreley et Genghis Khan, groupes qui, les uns après les autres, malheureusement finiront par se dissoudre. Ce n'est que vers la fin des années 80, alors qu'il prépare la sortie de son premier best-of « J'ai besoin de nous », que Pierre Absat commence à se livrer plus intimement, évoquant sur la plage titulaire notamment le bonheur de sa paternité. Au printemps, il sera avec nous, près de nous. Quand il me rencontre chez moi. J'avais un piano et il avait apporté sa guitare. Et il joue sur sa guitare des chansons que j'essaye de suivre au piano. Évidemment, j'arrive pas parce que je n'étais pas doué. Et voilà comment ça s'est fait. J'ai écouté, je me suis rendu compte que ces morceaux étaient souvent mal construits, qu'il faisait 3 fois le couplet avant de faire une fois le refrain, etc. Mais c'était des broutilles. L'inspiration était là, quoi. Il y avait une musicalité, il y avait un sentiment dans sa musique, et il y avait une personnalité. Il y avait une musique identifiable, déjà identifiable, Absat. Et puis il jouait de différents instruments, il jouait toutes les guitares, de la basse, des claviers aussi. Donc il a fait le musicien de studio pour gagner sa vie également. Et puis je suis devenu directeur artistique d'une firme de disques assez connue, ce qui nous a ouvert de nouvelles perspectives et notamment d'enregistrer un album avec le groupe qu'il a formé pour la circonstance qui s'est appelé Loreley. Et nous avons enregistré dans un petit studio en Belgique c'était le premier studio 16 pistes de Belgique. Ils démarraient aussi, ils découvraient leur matériel, comme Pierrot et moi, nous découvrions les studios d'enregistrement. Enfin, tout ça, c'était encore fort amateur, mais en même temps, c'était déjà très passionné. Et nous avons quand même, avec Loreley, nous avons créé le premier album concept de la rock and music belge. Voilà, le premier concept album. Et puis là-dessus, Pierrot avait son groupe, donc il a pu faire de la scène et gagner sa vie pendant un moment avec son groupe Loreley, le temps que ça a duré, parce que comme presque tous les groupes, ils ont fini par se séparer. Je suis chanteur soliste par défaut, parce que les groupes se sont dissous, on ne peut pas s'entendre tout le temps avec les gens, et puis mes disques sonnent un peu comme des groupes. Il y a beaucoup de chœurs, j'ai toujours adoré ça, guitare, etc. Je pense que les disques de Pierre aussi. Et il y a une raison, quoi. Voilà. Il a déjà joué avec Genghis Khan comme musicien de studio, parce qu'au départ, il ne faisait pas partie de ce groupe-là. Et c'est un groupe que j'avais signé pour enregistrer un album. Et 8 jours avant l'enregistrement, leur bassiste les laisse tomber. Alors, les gars étaient bien embêtés. J'aurais dit, écoutez, je connais un gars avec qui je travaille beaucoup et qui sait jouer de la basse et qui serait capable de remplacer au pied levé. Fait qu'on a fait venir Pierrot et on a fait un essai, ça a marché tout de suite. Et Pierrot a fait l'album de Genghis Khan comme musicien de studio, en tant que bassiste. Et puis par la suite, comme ça collait bien avec les garçons et que Pierrot la jouait profil bas avec toujours sa modestie, il était bien meilleur compositeur qu'eux et tout, mais il ne la jouait pas gros bras. Il la jouait bassiste du groupe. Ils lui ont demandé de continuer à tourner avec eux. Et lui, ça l'arrangeait parce qu'elle lui faisait de la scène et ça lui faisait gagner sa vie. Et pendant 1 an, il a tourné avec Genghis Khan. Le groupe fonctionnait très très bien et malheureusement, il s'est arrêté 1 an plus tard. Pas de la faute de Pierre. Et c'est dommage parce que je crois que Genghis Khan était parti pour avoir une très 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 belle carrière. Musicien avant d'être chanteur ou auteur, s'est lassé des illusions et surtout des difficultés que lui procurent les groupes dans lesquels il joue,
qu'il va décider avec son ami Eric Van Hulst d'embrasser une carrière solo. Quand le vent soufflera, mais la grande lune attend. Malgré le fait qu'il reformera plus tard un formidable groupe, Transfert, l'homme ne supporte plus de dépendre de la viabilité des groupes. Pour lui, l'important c'est d'être sur scène. Et à l'époque, si ses influences majeures et premières restent évidemment les Beatles, il s'imprègne également de la vague du rock progressif en vogue à ce moment-là. Du moins, il lui emprunte son côté théâtral. Finalement, c'était ça, Pierre Absat, c'était un musicien, quoi. C'était un mec... C'est difficile à imaginer maintenant comment était la musique et comment les gens vivaient la musique, mais dans les années 70, Pierre Absat, c'était le seul Belge qui nous semblait un peu lignée Beatles, etc. Quoi. Je veux dire, il y avait toute une culture qui n'était pas devenue totalement populaire. Je veux dire, c'était quand même encore un peu underground, je veux dire, sans exagérer, mais enfin, c'était pas le rock. Maintenant, le rock est la BO du monde, de nos vies, de la publicité, de tout ce qu'on veut, quoi. À cette époque-là, c'était pas ça. Il fallait quand même un peu vouloir s'intéresser, etc., quoi. Et Pierre Absat était vraiment une des grosses figures du rock belge, quoi. Mais c'était la première époque, c'est l'époque où il se produisait encore avec des maquillages, des machines à bulles, des machines à glace qui faisaient de la fumée, des masques, petite influence Genesis peut-être. Et là vraiment on était dans un univers tout à fait rock, presque progressif. Il faisait un spectacle à Spa, j'étais accompagnateur d'Alain Souchon, guitariste. Et je sais que Pierre Absat avait un groupe avec un masque. Ils avaient des masques blancs. Et on s'était vus là. C'est la première fois qu'on se voyait. Alors effectivement, on s'est très peu vus à ce moment-là parce que lui, il faisait un spectacle. Alain passait un peu avant ou quelque chose comme ça. C'était l'époque de J'ai 10 ans. Moi, j'étais guitariste avec Alain. Par rapport au succès qui est venu alors par après et qui va vraiment devenir important avec le 3e album, l'album Je suis moi, qui à mon avis est vraiment un des premiers grands albums de rock en français. Un morceau comme, bien sûr, il y a L'Enfant du 92e, qui est une ballade magnifique, et le morceau Je suis moi, pour moi ça c'est un des tout grands morceaux, c'est une claque. Il voit les arbres pousser sur une table dans un jardin japonais. Alors qu'il se trouve en studio et en promo à Paris, un soir dans sa chambre, il fait écouter à son parolier Eric Van Hulst une nouvelle composition. Souvent il joue au ballon. À vrai dire, pour Pierre au départ, ce n'est pas véritablement une chanson, mais plutôt une idée de musique de film qu'il est en train d'écrire. Une démarche logique lorsqu'on connaît la passion que l'homme voue au cinéma. L'Enfant du 92e, c'était une chanson, oui, c'était une chanson visionnaire. Ces grands espaces, un appareil de télé. Au départ, c'était une musique de... Lui, il voyait ça comme une musique de film. Il adorait me faire entendre des musiques de film parce que son rêve, c'était un jour de faire des musiques de film. Et puis ces musiques de film disparaissaient dans l'oubli. Et il m'avait fait entendre une musique et ça sonnait effectivement musique de film. Et en même temps, moi j'entendais une chanson là-dedans, mais pas comme ça. Je lui dis alors, j'ai dit Pierrot, tu devrais jouer ça un peu plus lentement et faire un peu ça comme ci, comme ça. Il n'était pas trop. Mais enfin, il est comme toujours avec Pierrot, même quand il n'était pas d'accord, il essayait. Ça fait qu'il a essayé. Il a essayé de jouer sa musique comme je lui demandais. Il a aussi, à un moment donné, il faisait un rappel d'Adam. Je lui ai dit là, tu tiens la note âme, et ça a changé tout. Le rythme changé et la note tenue faisait que cette musique, qui était une espèce de mécanique, devenait une chanson tout à fait différente. Et il a joué ça comme ça, il trouvait ça bien, il m'a dit ouais c'est vrai, c'est pas mal. Et ça lui a donné l'idée de composer le pont qu'il a fait par la suite, donc à ce moment-là. Et là il avait une mélodie avec un pont et il avait une chanson potentielle. Il m'a dit ouais c'est bien, t'as raison, ça ferait une belle chanson. Mais il a dit pas pour moi. Il réinvente l'univers, l'enfant du 92e. Pierre travaille énormément, il écrit sans cesse, c'est un véritable perfectionniste. Il estime, par exemple, que si un titre n'est pas assez bon, eh bien il n'y a aucune raison de le garder.
Bien qu'il trouve la nouvelle structure et les nouveaux arrangements de cette chanson excellents, Pierre, pour la première fois de sa carrière, ne se voit pas l'interpréter lui-même. Et son parolier, qui rêve de proposer des chansons à d'autres, saute bien entendu sur l'occasion. Alors, comme il se trouve qu'un de nos amis communs, qui était directeur artistique dans ma firme de disques, était également le directeur artistique de Françoise Hardy, moi je lui ai dit, écoute, je vais écrire un texte qui collerait bien à Françoise Hardy. On va voir notre copain, le directeur artistique, Jean-Pierre Orfino, et lui demander qu'il présente ça à Françoise Hardy, parce qu'elle est en train de préparer un album, ça risque de lui plaire. Et j'ai écrit un texte romantique qui s'appelait Comme un navire échoué. Et un jour, on habitait à Paris dans un hôtel, à ce moment-là, un petit hôtel, et j'avais terminé mon texte, et Pierrot Sabène, il était allé à la radio, avec une certaine Jeanne-Marie Sens, qui était la femme de Jean-Pierre Orfino, en fait, et qui était un ancien top modèle qui avait fait un album qui avait pas mal marché en France, et qui préparait un deuxième album, et cette fille adorait ce que Pierrot faisait. Et Pierrot arrive, il entre, il me dit, écoute, la chanson, finalement, c'est pas à Françoise Hardy qu'on va la donner, c'est à Jeanne-Marie. Parce qu'elle me défend tellement, je vais lui renvoyer l'ascenseur. Bon, seulement le problème, c'est que Jeanne-Marie, c'était pas le genre romantique non plus. Et comme un navire échoué, elle a rigolé. J'ai dit, écoute, il faut que j'écrive autre chose. Mais tu sais rien, Pierrot, pas de problème, je ne la vois que demain, que je vais déjà parler de la musique. Alors tu écris le texte cette nuit pour l'écrire, et je lui montrerai demain. C'est Pierrot, qui était fier de mon navire échoué. Enfin bref, le soir, j'ai repris mon calepin, et j'ai écrit, j'ai pensé que pour Jeanne-Marie, qu'est-ce qu'elle aime? La nature, les enfants, et puis j'ai pensé, du 92e étage, l'enfant, bam bam, c'est 2 heures après, j'avais mon texte. J'ouvre les yeux, j'ouvre les yeux. J'ai quitté la vie et la mort, j'ai même quitté mon corps. Après plusieurs tentatives infructueuses hors des frontières belges, il ouvrira les yeux sur ce qui compte réellement dans sa vie hormis la musique. Sa femme, son fils, sa région, la nature. S'exporter dorénavant ne sera plus une obsession, même si, comme il le disait, plus on est de fous, plus on s'amuse. De nombreuses hypothèses, parfois même complètement ridicules, seront avancées pour expliquer ses échecs à l'étranger. Le fait est que l'homme l'emporte sur l'artiste et qu'il n'est pas prêt à faire trop de concessions. Ce qu'il veut, c'est d'abord et avant tout rester près des siens. Les médias belges vivront d'ailleurs difficilement cette situation, ne lui pardonnant pas toujours de ne pas être le porte-drapeau de la scène musicale belge francophone. Certains iront même jusqu'à lui tourner le dos. Malgré cela, et avec le soutien de son public fidèle, Pierre Absat deviendra prophète en son pays et restera jusqu'à la fin de sa vie une icône, une rockstar. Adriano Celentano, c'est la figure rock'n'roll italienne. Johnny, c'est la figure rock'n'roll française. Et Rapsat, c'était un peu ça pour nous, quoi. C'était donc, voilà, ici pour nous, il était vraiment spécial. S'il était né à Paris, je pense que à mon avis, il aurait eu le statut à peu près d'un Laurent Voulzy, quoi. Moi, j'ai ramé pendant un moment, quoi. Voilà, alors, est-ce que c'était pareil pour lui? Je pense que oui. Mais c'est difficile à dire. Pour moi, c'est difficile de répondre à cette question. Est-ce que nos chansons n'étaient pas assez bonnes à ce moment-là? Ou est-ce qu'il n'y avait pas la place pour nous à ce moment-là? C'est possible aussi. Le paysage de la variété dans le sens noble du terme française est très très calibré. Et peut-être que Pierre n'est jamais rentré dans un des formats. C'était des disques qui n'étaient pas assez populaires pour franchir la barre grand public. Et c'est des disques qui n'étaient pas assez marginaux pour se créer une clientèle fidèle en dehors du grand public. Pourquoi ça ne fonctionne pas en France, je ne saurais jamais te le dire. Pourquoi? C'est-à-dire que tu passes 50 km après la frontière et par contre, il y avait un endroit autour de Bordeaux où il avait des fans et tout. Et ben, pourquoi? Il faut se remettre dans cette époque, enfin on va dire il y a 10 ans, 15 ans,
Maintenant, tu peux te permettre de faire un Olympia avec un artiste qui est en devenir. Parce que tu as ce qu'on appelle, ce mot qui ne veut pas dire grand-chose, mais qui est parlant, c'est le buzz, quoi. Et le buzz, tu le fais avec quoi? Avec Internet, tu le fais avec... voilà, tu remets ça il y a 15 ans. Si tu n'avais pas la maison de disques, le plan promo avec l'attaché de presse qui va bien, en l'occurrence Robert Toutan à l'époque, donc le Drucker, le machin et tout ça, c'était même pas la peine de penser faire un Olympia. Donc voilà, c'est un peu un rendez-vous raté, quoi. Mais c'est un artiste, il aurait dû être là, ouais. Pierre avait déjà, lui, un statut. Il était reconnu en Belgique. Donc c'est peut-être pas facile non plus. Tu vois, on est si proches. Et puis d'un seul coup, ton statut, en 50 km, il n'est plus le même. Mais ça, c'est encore une particularité à Pierrot, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup d'artistes qui ont fait la démarche d'aller en France de diverses manières. Et ce qui a toujours été étonnant, c'est que j'ai toujours cru que Pierrot, en fait, il voulait y aller sans vouloir y aller. C'était... il y allait pour des raisons normales, de promotion et tout ça. Et bon, mais après, on revient à Verviers, enfin, c'est toujours sa ville, il revient toujours chez lui. Et je crois qu'il n'a jamais dans sa tête fait le pas, ou voulu faire le pas, il s'est dit non, je ne le ferai pas. Donc il connaissait bien la France, et je ne crois pas qu'il était vraiment fou du milieu showbiz parisien. Donc effectivement, je crois que les grands concerts qu'il a pu donner en France, les bons souvenirs qu'il a, c'est à Bordeaux, à Nantes et des choses comme ça, où il avait un public, je dirais, de connaisseurs de musique, pas un public branchouillard, comme on peut le retrouver souvent dans la capitale. Et je dirais que, pour l'avoir suivi beaucoup dans les concerts en Wallonie, il préférait jouer dans ce qu'on peut appeler la Belgique profonde que d'aller dans une grande salle à Bruxelles. Et bien sûr, il a fait Forêt, mais je sais que quand il pouvait jouer... à la Jument Balance à Verviers, il prenait son pied, quoi. Il prenait son pied. Parce que c'était avant tout un musicien. C'est pas quelqu'un qui avait envie d'être une star. Il avait envie de vivre de son métier. Alors tant mieux s'il pouvait agrandir son audience. Mais c'était pas obsessionnel chez lui. C'est un cœur qui se bat, qui se débat, qui est dans tous ses états. C'est un cœur qui bat. Il n'a pas souffert du fait de ne pas sortir dans un pays qui parlait sa langue et qui était 10 fois plus nombreux, qu'est la France par rapport à la Belgique, où en général les musiques qu'on écoute sont à peu près les mêmes. Il y a quelques chanteurs qui marchent qu'en France et pas en Belgique, et quelques chanteurs belges qui marchent, mais en général, il y a une communication. Moi, personnellement, sans jamais lui en parler, parce que d'abord on ne se voyait pas beaucoup, je n'ai jamais tellement compris pourquoi on ne le voyait pas plus dans l'Hexagone, quoi. Mais maintenant, je ne sais pas, je pense que Pierre est amoureux de la musique et que son bonheur, c'était déjà d'en jouer de la musique, de la faire, de faire des chansons, de chanter ses textes avec ses musiques, de répéter avec ses musiciens, de faire des concerts qu'il faisait. Je pense que déjà, c'est une bonne partie du bonheur, ça. Il va souffrir du complexe belgo-belge d'une partie du métier, de la presse, qui encense quelque chose venu de l'étranger, même si quelque chose est récurrent et paf, tous les 6 mois, il y a un nouveau. Et quand Rhapsat ou un autre fait un album tous les 2 ans, c'est « Oh, encore ?» Il y a ça, il y a vraiment eu ça. Donc, effectivement, je crois qu'une partie du métier s'est dit, ouais, encore Rhapsat, toujours Rhapsat, rien à marre. Et donc, ça, je crois qu'il l'a pas très bien vécu, effectivement, et son entourage aussi. Et donc, personnellement, moi, j'ai continué à passer les disques de Rhapsat, même si j'étais plus en pointe pour ce genre de boulot. Mais je sais que beaucoup de gens, après Forêt Nationale, ont considéré, bon, ben maintenant, on va passer à autre chose, quoi. Comme si la carrière se terminait, quoi. Je crois qu'il a fait dans sa vie ce qu'il a voulu faire. Tu vois, donc je crois qu'il a estimé ça plus important que de faire des concessions et de raconter des trucs qu'il ne sentait pas. Donc c'est... Ouais, je ne sais pas s'il a été très frustré par ça. Mais je crois que c'est un choix qu'il avait fait de toute façon. Je veux dire, on peut être... on peut avoir certaines ambitions, mais ne pas avoir aussi des ambitions personnelles.
Enfin, je veux dire, on peut avoir envie de réussir dans sa carrière, mais aussi envie de réussir une vie de famille. Et je pense que c'est ça qui le motivait. Et je pense que c'est beaucoup plus malin que de vouloir tout le temps grimper, et puis un jour on se casse la figure, quoi. Donc C'est un cœur qui bat. Dès 1984, Pierre Absat fera plusieurs voyages au Québec. Premier lauréat du prix Wallonie-Bruxelles Musique, il sera accueilli notamment par Jean Valiquet, qui, au travers de disques importés de Belgique et de France au Québec, avait eu, comme beaucoup d'autres d'ailleurs, un véritable coup de cœur pour l'enfant du 92e, interprété à l'époque par Jeanne-Marie Sens. Jehan croit énormément en l'artiste, allant même jusqu'à s'improviser producteur de spectacle afin de permettre à Pierre de se produire durant 3 soirées devant la presse et un public nombreux sur la célèbre scène du Club Soda, lieu mythique des Nuits montréalaises. Il y avait beaucoup de monde, peut-être pas la soirée de la remise, parce que c'était un peu plus professionnel, je dirais. Et les spectacles étaient surtout publics vers la fin, vers le vendredi, ou jeudi, vendredi, samedi. De toute façon, le samedi étant le dernier. Alors, effectivement, ça a créé un momentum et ça a été vraiment super. Évidemment, on connaît que les musiciens sont très bons aussi. Et Pierre a donné à fond, quoi. Il a toujours été très généreux de toute façon. Généreux de sa personne, autant sur scène, en spectacle. On le voit, vous le connaissez, ceux qui n'ont pas vu, de toute façon, vous avez vu tellement d'images, etc., etc. Autant qu'humainement. Lors de cette première série de spectacles montréalais, Pierre va se faire remarquer par Michel Sabourin, le patron du Club Soda, et organisateur notamment de très grands concerts, Supertramp, de Police ou encore Bryan Adams. Cet homme de métier va littéralement craquer devant l'extraordinaire performance de l'artiste belge. Alors, donc, je me suis pointé à ce concert qui avait lieu au Club Soda. Je me souviens très bien d'avoir vu un artiste en pleine possession de ses moyens, un artiste qui paraissait heureux sur scène et qui surtout paraissait très heureux de s'adresser aux gens d'ici, parce que Pierre, je pense, aimait profondément le Québec et le public d'ici. Alors, ce fut un concert pour moi assez mémorable. Et par la suite, j'allais fonder ma propre étiquette de disque, parce que même si je produisais des disques, je n'avais pas ma propre maison, ma propre boîte. Donc, et Pierre Absat était le premier disque à apparaître sous cette étiquette, le disque Musiard 001, qui est un souvenir précieux. Donc, le travail a commencé à ce moment. Je pense qu'on est en mai ou en juin 93. Et Pierre vient à plusieurs reprises pour la promotion. Envie de chaleur, d'être avec toi. Envie rien qu'une heure, tu es pour moi. Un bras zéro qui brûle dans la nuit. Comme toujours, c'est avec beaucoup d'humilité, de volonté et d'humour que Pierre abordera les journalistes et le public québécois. Pierre Marchand, fondateur et directeur de la chaîne musicale Musique Plus, se souvient très bien de leur première rencontre. Ma première impression, c'était un gars hyper gentil, hyper sympathique, qui était venu au Québec, pas comme conquérant, mais pour jouer de la musique devant un nouveau public. Et comme Musique Plus, à l'époque, était toujours, je pense, un passage obligé, et on a toujours eu beaucoup d'ouverture sur la musique française, qu'elle soit partout dans le monde, eh bien, Pierre, dans ce cadre-là, il est arrivé chez nous, il a été reçu, les bras ouverts. Merci beaucoup, M. Rapsat. Écoutez, c'est peut-être... Rapsat, avec un T comme dans Tintin. On dit T, on le dit. Comme dans Tintin. Rapsat. Qui est belge aussi, d'ailleurs. Et Oui. qui est le premier homme qui a marché sur la Lune, entre parenthèses. D'accord, M. Rapsat, voilà, je ne ferai plus jamais l'erreur, je vous jure. Écoutez, c'est peut-être pas évident pour tout le monde, qu'est-ce que c'est un bras zéro? On pose souvent la question. D'abord, Oui. c'est vrai que c'est un mot français. Mais on a cherché dans le dictionnaire, Julien et moi. Mais il est dans le dictionnaire. Oui. J'ai regardé quand j'ai écrit le Tout à texte. fait. Ah, ok. Je croyais que c'était un mot espagnol. Ouais, non. Ou... C'est d'origine espagnole, Ouais. comme ma grand-mère, mais bon. C'est un feu qu'on allume dans la rue, auprès duquel les gens viennent se réchauffer. Il est vrai qu'à l'époque, on ne savait pas très bien ici ce qu'était un bras zéro. Tu avais dû me l'expliquer à l'époque, j'imagine. On avait dû me l'expliquer pour que je sache exactement de quoi on parlait.
Je me souviens quand même bien de cette chanson il y avait plein d'images pour moi dans cette chanson, des noms de rues, de villes, qui m'amenaient dans un exotisme, une atmosphère. Je pense qu'une des raisons pourquoi la chanson a fonctionné assez rapidement au Québec, c'est le fait que, bon, ça parlait d'un brasero qui brûle dans la nuit, alors qu'au Québec, on ne savait pas ce que c'était un brasero. Donc Pierre se faisait demander régulièrement en entrevue ce que c'était. C'était un bon point de départ. Et puis je pense que ça intéressait les gens à écouter peut-être un peu plus sérieusement le texte de la chanson. Et c'est un peu ça qui m'a aidé à faire décoller, je pense, le titre au départ. Alors que maintenant, il faut croire que le mot est devenu accepté dans notre vocabulaire, puisque cette année même, pour le festival Montréal en Lumière, il y a une place des braseros qu'ils ont inaugurée là, sur la place Jacques-Cartier dans le Vieux-Montréal. Et peut-être que Pierre y est pour quelque chose. Dans le fond, c'est vrai qu'il y a 15 ans, le mot était vraiment pas très connu au Québec. En 93, avec l'équipe de Musillard, Pierre Absat réussira à placer simultanément Comme un brasero et Je joue encore dans le palmarès radio, le hit-parade radio québécois. Ce succès l'amènera à faire plusieurs séjours à Montréal entouré d'une équipe qui, après avoir beaucoup apprécié le titre phare de ce nouvel album, apprendra surtout à apprécier l'homme. C'était quelqu'un de très agréable à côtoyer. C'était quelqu'un qui avait l'attitude, l'humilité qu'il fallait avoir pour se dire j'arrive sur un nouveau territoire, je viens conquérir un nouveau territoire, donc effectivement, ça prend beaucoup d'humilité pour l'accepter quand on est une star chez soi. Il rejoignait très bien les gens avec qui je travaillais au Canada, dont Richard Séguin et Pierre Flynn, qui étaient dans cette mouvance d'auteurs qui aimaient les mots, qui prenaient la peine de bien travailler des chansons qui avaient de la portée, et sur des musiques qui étaient modernes. Je savais pas trop à quoi m'attendre parce que c'est jamais évident pour un artiste européen de débuter une carrière au Québec, particulièrement quand c'est un artiste qui est déjà bien établi dans son pays, dans son continent, selon le cas, et qui débarque au Québec et qui doit nécessairement recommencer à zéro. Donc, on ne sait jamais à quoi s'attendre. Les artistes, même, ne savent pas eux-mêmes, avant d'arriver, quelle réaction ils vont avoir face à ça. Et avec Pierre, j'ai été le premier surpris parce que j'ai trouvé que Pierre, pour un artiste qui avait une telle réputation et à travailler, on voyait bien qu'il y avait un énorme professionnalisme. Ça fait des années qu'il faisait ça et qui était au sommet là, de sa gloire en Belgique. Alors qu'au Québec, il arrivait puis il devait se présenter, on devait l'introduire à la presse, aux médias et tout ça. Et je trouvais que Pierre approchait ça avec une grande naïveté. Au niveau radio, avec Brasero, on a connu un succès assez instantané. Et même ce qui était assez impressionnant à l'époque, c'est que c'était la chaîne Rock Détente qui avait été la première à ajouter la chanson, alors qu'il s'agissait d'un réseau qui était toujours à la remorque de tout le monde, d'habitude qui se contente de jouer les chansons que les autres stations ont fait connaître. Et dans le cas de Pierre, ils ont été les premiers à dire « c'est notre son, on veut faire connaître cet artiste-là ». Ils se sont mis à tourner pas mal. Ça a évidemment créé un phénomène d'entraînement. Les autres ont fini par suivre. Et avec Je joue encore, là, on avait l'aspect un petit peu plus rock. Donc celle-là, si je me rappelle bien, nous a permis de tourner à C'est quoi et à Radio Énergie, ou à l'époque, c'était Radio Mutuelle, peut-être. Donc les grands réseaux montréalais. Donc avec ces deux chansons-là, je pense qu'on a vraiment réussi à établir le nom de Pierre au Québec. Les deux premiers singles avaient été reçus très bien par la radio. Brasero, entre autres, je me souviens, avait fait, je pense, un top 10 dans le palmarès. Pierre passe ses journées à faire la promotion de son album. Lorsqu'il est loin des plateaux de télévision, il lui consacre de longs après-midi à faire du shopping dans les magasins de sport pour son fils, fan de basket. Le soir, lorsqu'il n'écrit pas de nouvelles chansons, il compose toujours en yaourt, une sorte de langage basé sur des sonorités anglo-saxonnes. Pierre adore se rendre au cinéma pour découvrir des films qui ne sont pas encore sortis en Europe, ou alors prend un plaisir fou comme un ado à écouter les anecdotes que son ami Richard Lafrance, fan de Bob Marley et ex-attaché de presse de Sting, lui raconte.
donnera également 2 concerts. Au théâtre Saint-Denis, lors d'une soirée hommage à Jacques Brel, il provoquera le grand frisson dans toute la salle avec le plat pays, faisant littéralement décoller la soirée. Malheureusement, le lendemain, alors qu'il est en confiance avec 2 de ses morceaux dans le top 50 et qu'il partage l'affiche du Spectrum avec Jean-Louis Aubert, tout va basculer en quelques minutes. Alors, la première fois que je le vois en spectacle, c'est lors d'un hommage à Brel qui était présenté pendant ces francopholies-là. Et bon, le spectacle commence, il y a évidemment plusieurs artistes d'ici et d'ailleurs qui sont au programme. Ça commence un peu poussif, hein? C'est pas génial. Et là, Rapsat arrive et fait le plat pays. Stupeur dans la salle. Vraiment, il nous a... en bon québécois, flabbergasté. On est là, qu'est-ce que c'est? Et d'ailleurs, à l'époque, je me suis fait la remarque qu'il faut sans doute être belge pour bien chanter le plat pays. On peut chanter beaucoup de Brel, nous. On ne peut pas chanter le plat pays, on ne vient pas d'un plat pays. Et il a donné littéralement l'impulsion au spectacle. Après ça, ça n'a que monté. Avec de l'Italie qui descendrait l'escorte. Ça a vraiment, je pense, au-delà d'avoir élargi là, les horizons de sa carrière, ça a aussi probablement ouvert une vitrine sur la Belgique pour les Québécois, un pays qu'on ne connaissait pas vraiment et duquel on ne connaît pas vraiment la culture francophone parce que, ben, je sais pas, c'est pas qu'on est si loin, puis c'est pas qu'on soit fermé. Au contraire, je trouve que les Québécois, les Belges ont beaucoup d'atomes crochus, peut-être même plus que les Québécois et les Français. Mais je ne sais pas pourquoi, c'est une culture qui nous est beaucoup moins connue. Et puis Pierre a comme ouvert une porte sur cette culture-là en disant, ben Pierre Rapsat, c'est bon, peut-être que la formule était facile, mais on disait c'est un peu l'équivalent d'un Johnny Hallyday belge pour que les Québécois comprennent un peu l'ampleur de sa carrière là-bas. Et je pense qu'à quelque part, ça a peut-être aidé aux autres artistes. Et puis le fait de pouvoir mettre un nom très connu sur une colonie artistique, ben, je suis sûr que ça peut aider les autres qui ont suivi après lui. J'ai eu l'occasion de rencontrer Pierre quelques jours avant son spectacle aux Francopholies. Et évidemment, à l'époque, ça a l'air gagné. Son disque va bien, ça monte dans les palmarès, on s'intéresse à lui, il y a plein d'entrevues, plein de promos. Alors, il se dit, bon, ben, ça y est, j'ai un nouveau public, vraiment des gens qui vont me découvrir. Et il est joyeux en entrevue. Il était adorable. Il avait de l'humour. Très confiant aussi dans son disque Brasero, qui marchait bien, dans lequel il avait vraiment mis beaucoup de lui-même. Il avait abandonné un peu les machines. Il s'est tourné vers des arrangements beaucoup plus organiques. Et donc, ça devait marcher. Je me souviens qu'il m'a demandé comment ça se présentait. Je lui ai dit, écoute, la salle se remplit. Ce qui était vrai, elle se remplissait. Quand il m'a posé la question, il était peut-être 5h30. J'ai dit, ça se remplit. Ben, de fait, les gens arrivaient. Eh ben, salle à moitié vide. Pas une grosse ambiance. Et puis, ben, le spectacle commence et mon Dieu, que ça devait être éteignoir pour lui. Et puis le rideau s'ouvre et t'as cette salle à moitié pleine et il est parti, quoi. 1, 2, et je vais quand même les avoir, quoi. Il y a un moment, enfin moi c'est très fort marqué, mais tu sens qu'il accuse le coup, même physiquement. Tu vois un moment d'arrêt, d'étonnement, et puis il était très vif, hein. Donc tant pis, j'y vais, quoi. Je fonce. Et il a mené ce spectacle, il a été chercher le public le plus loin qu'il pouvait, quoi. Mais bon, une demi-salle, des journalistes, on sait très bien que c'est pas le public le plus expressif. De notre point de vue à nous, c'était un spectacle parmi d'autres aux Francopholies. En plus, c'est un spectacle qui était programmé à 18h. Un moment pas idéal pour un artiste à découvrir. Des gens qui étaient là en découverte, qui le connaissaient finalement que par 2 titres, Brasero et Je joue encore.
et qui découvrait le reste de son répertoire. Donc les gens ne chantent pas, les gens applaudissent, mais ne chantent pas. Et quand on voit des images de Pierre en concert, il est quand même porté aussi par son public, quoi. C'est une espèce d'alchimie comme ça où l'artiste donne, le public reçoit, le public restitue, l'artiste reçoit. Et c'est un peu exponentiel. Et les réactions ont été nécessairement de notre part assez négatives parce que on voyait ce qu'on voyait, quoi. Et on se mettait pas à sa place nécessairement. Tout ce qu'on a reçu, c'est cette impression que, voilà, ça allume pas beaucoup, quoi. Le cadre n'était pas tout à fait celui qui aurait permis une performance maximale, c'est sûr. Il y a le fait qu'effectivement, un spectacle en salle à 18h, ils ont beau appeler ça un spectacle découverte, mais c'est pas nécessairement la meilleure circonstance pour découvrir un artiste. On a beau dire que les circonstances sont difficiles, on a beau dire que c'était un public de billets donnés ou c'était pas un bon public, mais bon, c'est facile à dire après, mais sur le coup, l'artiste est blessé. Mais c'est impressionnant, si tu te retournes, tu peux montrer l'angle vision de scène avec une salle quand même vide, voir l'effet ce que ça fait. Voilà. C'est d'autant frappant pour moi que je l'ai revu, moi, Pierre. Je l'ai revu 2 fois. Moi, je l'ai revu à Spa en 94, je l'ai revu à Spa particulièrement en 96, en première partie de Johnny, sur la grande scène de l'Hôtel de Ville, la place de l'Hôtel de Ville, et c'était émouvant. C'était un artiste que tous ces gens-là, ces 8-9 000 personnes, 9-10 000 personnes, avaient en affection. Les gens connaissaient toutes les chansons. Il y avait une espèce de communion que je ne pouvais pas ne pas constater et qui me surprenait, moi, d'autant que j'avais le souvenir du Spectrum en tête quand même encore. C'était étonnant de voir à quel point son répertoire semblait tisser à même la peau du Belge moyen, quoi. C'était vraiment tout le monde. Et le courant passait. Et lui, que j'avais vu si éteint à Montréal, était là complètement dynamique, complètement allumé. Et puis, c'est peut-être là que j'ai vraiment connu Pierre Rapsat, quoi. Pierre disait souvent « On pourra m'abattre 100 fois, eh bien moi je me releverai 101 fois ». Et il va se relever de ce semi-échec canadien composant Blue Note dans l'univers sur un thème reggae, un clin d'œil souvenir à son attaché de presse montréalais, grand fan et biographe de Bob Marley. On parlait souvent des artistes avec lesquels j'avais travaillé quand je travaillais pour les disques A&M. Alors, on avait souvent des artistes internationaux à l'époque. Je pense que Sting, d'ailleurs, c'était une de ses idoles, avouée ou non, je sais pas. Et on parlait aussi de Supertramp et de... En fait, tous des groupes qu'il avait connus, lui, peut-être 15 ou 20 ans plus tôt, alors qu'il débutait dans la musique. Et comme tout le monde, il devait écouter là, ces groupes-là. J'ai vraiment senti que la chanson Blue Note dans l'univers faisait référence à toutes ces soirées-là qu'on avait passées à écouter du Marley, puis à parler de la culture jamaïcaine, puis de mes voyages là-bas. Ouais, c'était vraiment très touchant. Pierre ne perdra finalement qu'un seul combat, celui qu'il va mener contre la maladie. Il va partir juste avant une véritable explosion programmée en France, avec une signature sur un grand label, et enfin l'Olympia, qui l'attendait à bras ouverts. Il restera dans nos mémoires comme un bourreau de travail, une bête de scène, là où il était le meilleur et où il pratiquait si bien l'art du don de soi. Comme un pur sang, quoi, un taureau qui se laisse pas aller une seconde, qui est tout le temps sous tension, et ceux qui vivent de vivre les choses intensément de la manière la plus, en tout cas, vraie possible. Je l'ai toujours vu en état de passion. Je l'ai jamais vu, j'ai jamais vu Pierre extrêmement relax. Je l'ai toujours vu sur la brèche de quelque chose, quoi. Dans ses yeux, il y avait toujours un feu. Il y a toujours un feu. Je vois le regard de Pierre, c'est ça, sauf quand il me voyait, alors, mais certainement quand il voyait ses amis, évidemment. Moi, je le voyais à ce moment-là, donc on était toujours contents de se voir.
mais je sentais au fond de lui un feu toujours sur la brèche, c'est-à-dire toujours en état de création, quoi. Toujours. Voilà, c'est une machine de création. Une chose que j'ai retenue de lui, qui était très important dans la suite de ma carrière, c'est que j'ai vite compris qu'il faisait des albums pour faire des shows. Il nourrissait énormément sa production en pensant à la façon dont il allait l'utiliser sur scène et quelle image ça donnerait et quelle énergie ça donnerait sur scène. C'est quelque chose qui m'a beaucoup influencé de lui. Parce que tous les albums que j'ai fait par la suite, j'ai toujours créé dans les arrangements une image scénique, dans toutes les chansons et dans toutes les productions. Et je crois que ça m'est venu de cette espèce de sensation d'avoir écouté les albums de Pierre et les chansons importantes de Pierre. Donc dans toutes mes réalisations, j'ai toujours souhaité bien penser à mettre des choses importantes dans les arrangements de corps, dans les riffs de guitare, dans les structures des rythmiques, en disant il faut qu'il y ait rendu au show, il va falloir que ça compte, il va falloir qu'on puisse s'en servir. Donc je l'ai fait avec Lara, je l'ai fait avec d'autres artistes. Et souvent, dans mes rencontres, j'en ai eu avec Hallyday, avec Sardou, avec Chimène ou avec d'autres gens. Et chaque fois, je pense que la relation s'est toujours bien passée parce que les artistes étaient intéressés par les titres, pas seulement pour ce qu'ils allaient pouvoir en faire en studio en tant que chanson, mais également parce qu'ils sentaient qu'il y avait quelque chose de préparé pour la scène avec ces chansons-là, dans les intros, dans les ponts des chansons, dans les parties solos, dans les arrangements vocaux, il y avait de la matière. Et je crois que ça me vient de Pierre. J'espère que justement des musiciens, des créateurs, il y aura une nouvelle génération de gens qui pourront encore s'inspirer de Pierre Absat, de qui il a été, de ce qu'il a fait, de ce qu'il a écrit, de ce qu'il a donné aux autres. Il n'y avait que ce bonheur, ce plaisir, ce désir que l'on fasse ces deux chansons ensemble. Moi, j'ai vécu en termes d'interprétation d'artiste, de l'autre côté, où j'avais son regard sur moi derrière cette vitre, comme une vraie expérience, non seulement humaine, mais là, je voudrais dire, vraiment artistique. Tout le monde veut y croire. J'ai vu un homme qui ne perdait pas une goutte de l'émotion qui était là, qui pouvait être moins là dans une autre prise, d'une justesse, et qui recevait ça comme un moment partagé, mais aussi comme un moment de musique partagé. Et c'était mais d'une telle intensité, d'une telle générosité. Au moins avoir une chance. C'est incroyable parce que dans ces moments-là, on aimerait juste que les moyens qu'on a pour donner une musicalité. On dit que certains le connaissent toute la vie. Enfin, j'ai regretté de ne pas être Aretha Franklin, quoi. J'aurais voulu que ma voix puisse lui donner au-delà d'une simple émotion fragile. J'aurais voulu que ça puisse englober tous ces arpèges, toutes ces harmonies, tout ce qu'il avait écrit, encore plus fort, encore mieux. Prêt à se pendre à son cou. Elle était trop petite parce que mon corps était trop petit, parce que ma voix était trop petite et que l'homme qui était en face de moi de l'autre côté, j'avais envie de lui donner mais 100 000 fois plus. Quand jamais on ne l'a connu, quand jamais on en a reçu. Il est resté de bout en bout de la séance avec cette exigence bienveillante, une bienveillance extrême et un ressenti musical très juste et très profond. J'aurais beaucoup aimé pouvoir chanter cette chanson sur scène avec lui, par exemple. C'est un regret que j'ai, que ça n'ait pu se passer qu'à travers des machines finalement, et à travers ces filtres-là. Et tout le monde veut y croire. Parce que je pense que ça aurait été un très beau moment. Prêt à se pendre à son cou. Pour le garder auprès de nous. Mais on est capable de tout.
connu, quand jamais on en a reçu. Tout le monde veut y croire. Pour moi, avoir une chance, tout le monde veut y croire. Confidence pour confidence. Aspar, c'est aussi ce qui m'a énormément manqué. J'arrive pas à y croire. C'était qu'il soit là en train de la chanter. Dis-le-moi, qu'est-il arrivé de haïr? Parle-toi, parle-toi. Moi je n'y arrive pas. Jamais les mots ne viennent, je sais pas pourquoi. Parle-moi, quelle trempe de joie, de tristesse se révolte, se confesse. Ta voix est une caresse. Qu'elle soit remplie de promesses ou un cri de détresse, ta voix toujours me bouleverse.